c'est pas évident, Hervé, de passer à travers, après toi. Alors, voilà, chers amis, chers collègues, je pense que la vaccination reste toujours un outil très important de prévention à côté de l'eau potable. Et là, les deux ont permis de sauver des vies et des vies. C'est pourquoi tout congrès, toute manifestation pédiatrique, on devrait inclure une thématique de prévention par la vaccination. J'ai bien dit l'eau potable là. Hein, hein. Alors, l'introduction, chaque fois qu'on veut introduire un nouveau vaccin, bien sûr, ça va donner plus de doses, ça va donner plus de coûts et ça va augmenter le stockage et la difficulté de la chaîne de froid, tout ce que vous voulez après. Comment simplifier le schéma vaccinal, un calendrier? C'est vrai, on peut dire qu'il faut co-administrer les vaccins, qu'il faut réduire tout ce qui est gêne occasionné par les injections multiples, augmenter la flexibilité des calendriers, supprimer des vaccins et donner la propriété à certains d'autres, supprimer des visites supplémentaires et avoir de nouvelles méthodes d'administration des vaccins, mais surtout, ce qu'on a pour le moment, c'est utiliser des vaccins combinés. Alors, la combinaison vaccinale est une nécessité actuellement pour soulager un calendrier vaccinal. Pour le vaccin, ça permet de réduire le nombre d'injections, c'est moins pénible. Valeur de santé publique, calendrier simplifié, meilleure observance, on ne va pas augmenter les occasions manquées, introduire de nouveaux antigènes, d'accord ? Et pour le personnel médical notamment, réduire le nombre d'injections, gagner de temps, moins d'erreurs programmatiques, d'accord? Et puis surtout, cette valeur économique de santé en matière de santé publique. C'est plus rentable et moins d'interventions médicales et faciliter la vie aux parents. C'est très important. Alors, quelle place pour les combinaisons vaccinales? Oui, les EXA, c'est un progrès. Mais n'oubliez pas que ça fait longtemps, depuis les années 40, le DT, il a constitué un pilier de différents calendriers vaccinaux. Ah, ça fait longtemps qu'elle est là. Alors, dans un sondage que j'ai fait essentiel, j'ai posé la question à des collègues. Êtes-vous familier avec la vaccination hexavalente? Bon, les trois quarts ont dit oui. Combien d'adolescents sont vaccinés avec un vaccin hexa dans votre cabinet ou dans votre pratique? Regardez, plus d'un tiers, presque plus d'un tiers, on dit entre plutôt plus de 10, plus disons d'un tiers. Moi, j'étais un peu étonné. D'accord? Quels sont les antigènes inclus dans la vaccination hexa? Eh bien, il y a certains collègues qui ont c'est de l'intérêt encore de la formation et de la sensibilisation en matière de vaccinologie. Alors, les vaccins hexa, les vaccins combinés, c'est la pierre angulaire des programmes de prévention. La diphtérie, on n'a plus de diphtérie, il faut toujours rester familiarisé avec des maladies même qu'on croit ne plus voir. Regardez la rougeole, on a revisité la rougeole, on a revisité la rougeole ces derniers mois, hein, d'accord? La méningite, Haemophilus pneumo, d'accord? Le foie, premier cancer évité par une vaccination à côté de sa scacité RV, d'accord? L'HPV au niveau de cancer du col, la polio, d'accord? Le tétanos néonatal et la coqueluche sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Voilà les 6 maladies ciblées par les vaccins hexa. C'est vrai, le tétanos, la coqueluche, le HIV, l'hépatite B, ces 4 maladies, ces 4 antigènes, dans l'hexa, ils permettent d'éviter plus de 10 puissance 6 décès chaque année à 4 de ces maladies. C'est très important. 2 vaccins existent au Maroc, 2 vaccins hexa, d'accord, qui ont presque la même composition, ok?
Voilà, je passe sur les noms publicitaires. J'ai posé une autre question qui paraît un peu très simple. À quel âge est-il recommandé de commencer la vaccination EXA? Alors regardez, à partir d'un mois, la majorité, ils ont dit à partir de 2 mois. D'accord? Et à partir d'un mois et demi, il n'y a que presque un tiers qui ont dit que, d'accord, qu'il faut commencer 1 mois et demi. Alors, retenez que maintenant la tendance actuelle, c'est d'aller vers 1 mois et demi. Pas avant, parce que les vaccins EXA n'ont pas d'AMM avant, mais il faut préférer 6 semaines parce que il ne faut pas faire un retard vaccinal. J'ai bien écrit qu'un retard de vaccination est plus grave qu'un échec vaccinal. Donc, nous avons de la coqueluche, il faut vacciner très tôt, dès 1 mois et demi. C'est un message clair que j'essaie de faire passer aujourd'hui. Les situations particulières, les nouveau-nés de mère HBS positive, bien sûr, c'est 3 à 4 doses. Les prématurés moins de 2 kilos, donc il faut rajouter une dose à 1 mois. Et la question de l'AMM au-delà de 5 ans, l'Infovac a bien d'accord permis qu'on peut aller au-delà de 5 ans avec le vaccin EXA. Est-ce que le vaccin EXA va être administré par voie intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique? Alors là, regardez, c'est intramusculaire, d'accord? C'est indiscutable. À quel intervalle sont administrées les doses de la vaccination EXA? À 2, 4, 6 mois, à 2, 4, 6, 12 mois, 2, 6, 12 mois, 2, 4, 6, 18 mois. Alors regardez, presque la moitié, d'accord, ont répondu 2, 4, 6, 18 mois. D'accord? Donc en fait, l'OMS, c'est minimum 1 mois entre 2 doses. Première dose, tac, 3 doses. Et puis au moins, pour le rappel, 6 mois. Attention, oubliez ce qui a été dit au cours de la Covid. On avait tendance à aller réduire la durée pour le rappel. Il faut laisser de temps pour que les cellules d'immunité de mûrir, d'accord, et de se constituer. Il faut minimum 6 mois pour faire le premier rappel DTC. Quels sont les facteurs qui influencent votre décision dans la vaccination EXA? Moins réactogène, il y a plus de la moitié qui ont répondu sur ces thématiques. L'efficacité, les 3/4. La disponibilité, plus de la moitié. Le choix des parents, parfois ces parents veulent avoir moins d'injections. Et le choix de médecins n'est que de 40% des cas. Donc je pense que les médecins, les praticiens ne sont pas toujours bien sensibilisés, de l'apport des EXA. Les EXA, ce sont des vaccins qui ne sont pas faciles à fabriquer. Ça prend plus de temps. Un EXA, attention, dans vos yeux, on regarde vos yeux, c'est un seul vaccin. En fait, c'est 9 antigènes, c'est 50 étapes de fabrication, 223 méthodes analytiques et d'observation et de surveillance et de contrôle, 1277 tests individuels. Vous vous rendez compte? D'accord? La fabrication d'un vaccin n'est pas aussi facile. Alors, qu'est-ce qu'il apporte les vaccins EXA en matière de couverture vaccinale? Regardez 3 expériences de 3 pays, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie. Eh bien sûr, avant, après introduction et au cours de l'évolution. Regardez par exemple l'Allemagne. Ça a vraiment augmenté la couverture vaccinale. Les vaccins combinés aident à augmenter la couverture vaccinale. Au début, lorsqu'on a mis sur le marché les vaccins EXA, il y avait beaucoup de choses contradictoires. Maintenant, tout a été vérifié. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et je pense que la question qui se pose, est-ce que les vaccins EXA, est-ce que par rapport au monovalent, est-ce qu'il y a de l'interférence? Non, mais ça va apporter plus de bonus, plus de l'importance pour augmenter la couverture vaccinale dans un programme de santé publique ou un programme de vaccination libérale.
faciliter le développement des besoins en vaccins combinés. Vous savez, la fabrication d'un vaccin, comme je donnais l'exemple avec la fabrication de l'Oxa ou d'autres, ça prend du temps. Et parfois, il y a des ruptures à l'échelle internationale. C'est pas toujours évident, d'accord, d'avoir une continuité dans la fabrication des vaccins. Par exemple, si un pays X veut introduire le vaccin EXA dans son programme, il ne peut pas le demander dans un mois, 2 mois. Il faut que le programme a un an et demi ou plus, parce que la fabrication et les commandes, ça vont prendre beaucoup de temps. OK? Et il y a l'interchangeabilité des EXA. En fait, il y a peu de données, d'accord, mais les experts vont vers, lorsqu'on a le vaccin EXA A est en rupture, on peut passer au vaccin EXA B sans aucun souci. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire sur les vaccins EXA. Je pense qu'il y a assez d'études convaincantes, et il y a assez d'études, d'accord, d'évidences scientifiques qui sont pour les vaccins EXA dans un calendrier vaccinal, pour soulager le calendrier, pour augmenter la couverture vaccinale, etc., etc. Reste les questions de coût. D'accord, c'est très important. Coqueluche. Alors, tu connais Madame Haj Khalifa, ces deux monsieur? Je teste ta culture générale, comme tu aimes bien interagir. Hein? هادو هما اللي اكتشفوا البوردوتيلا بيرتوسيس. هادو نساب. Tu connais madame. Ils se retrouvent pas pour partager la discussion familiale. Les femmes se retrouvent entre elles, ils font de la cuisine et les deux messieurs, ils vont faire de la recherche. Ils ont passé 3 ans à 5 ans pour décrire le Bordetella pertussis. D'accord? Ah, bien dit Nadia. Nadia, bien dit. Voilà. Voilà. Tu vois? Voilà, maintenant, tout le monde est pour les femmes maintenant, déjà Herville, dès que les hommes se sont, à l'origine, ils sont fragiles, ils font plus d'infections, ils vont, hein, Alors, regardez, ça c'est le Bordetella pertussis, tout ça, ça va nous aider à comprendre le reste. Vous avez la pertactine, la pertactine, elle est très importante. Tous les vaccins, normalement, doivent contenir de la pertactine, ce qui donne plus d'efficacité vaccinale. D'accord? Et là, vous avez des toxines, vous avez l'hémagglutinine filamenteuse, vous avez les fimbriers, tout ça, ça va aider le Bordetella à s'accrocher à l'épithélium respiratoire. D'accord? Et donc, regarde, Iman, si tu regardes passer là, tu vas perdre le fil pour le reste. D'accord? Parce que là, c'est le Bordetella pertussis, je répète pour toi, Iman, et ça, c'est la pertactine, d'accord? Et vous avez des fimbriers, des hémagglutinines pour aider le Bordetella à s'accrocher au niveau de l'épithélium respiratoire. Et donc, conséquence, les Bordetella, ils vont s'accrocher sur l'épithélium respiratoire, c'est pas de la théorie. Regardez en microscopie électronique comment les Bordetella ils nichent entre les cils de l'épithélium respiratoire. Et puis, ça va permettre, lorsque le Bordetella est transmis par voie respiratoire, il va adhérer à l'épithélium respiratoire, il va se multiplier, produire du mucus, il va paralyser les cils vibrati, l'épithélium, le tapis mucociliaire, la fameuse le tapis mucociliaire, d'accord? Et puis après, ça va donner des sécrétions de certaines toxines, telles que la toxine pertussique, et tout ça, ça va donner la réaction inflammatoire. Alors, cette réaction inflammatoire, si on revient à l'épithélium respiratoire, avec de mucus, avec des toxines, tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner, bien sûr, cette fameuse toux cyanosante et métisante. Ah, ajoutez, madame. Ah, bien sûr, il est pénible. D'accord. Bien sûr, madame Haj Khalifa, il est pénible. Alors, la clinique de la coqueluche, je passe, c'est l'essentiel.
Mais attention, ce qui rend de plus en plus, et grâce à la biologie moléculaire, nous avons, Oustad Nabila Sora, il arrive à diagnostiquer une co-infection VRS Bordetella à Marrakech dans 15 à 20% des cas. Donc, ils peuvent coexister, et surtout les ados. Une toux qui traîne, qui ne fait pas sa preuve, c'est pas, il n'aura pas les caractères sémiologiques de la toux comme chez le bébé moins de 3 mois, toux cyanosante, émétisante, apnéisante, etc. Mais les adultes, ils traînent, ils vont traîner avec leur toux. Pas de consultation, pas de confirmation, et ça va disséminer au niveau de l'entourage. D'accord? Et malheureusement, c'est une maladie qui est souvent considérée comme pédiatrique. Avant, les gens n'admettaient pas que, d'accord, Bouhmouch fera la coqueluche. D'accord? Ou c'est Oussad Louazani fera la coqueluche. Si je lui dis à Madame Haj Khalifa, elle va dire que tu es méchant avec moi. Ida, on avance. Alors, une petite ouverture, vous avez rigolé, on continue. Gravité de la coqueluche, c'est le sujet âgé et chez la femme enceinte. Tout ça, vous allez vous rendre compte des actualités sur la coqueluche actuellement. La coqueluche, je ne vais pas m'étaler. Il y a des formes graves avec encéphalopathie, des formes avec défaillance respiratoire, des formes hyperleucocytaires, d'accord? Des formes avec dysfonctionnement d'organes, avec tableau pseudoseptique et avec HTAP. Tous ces tableaux, on les voit. C'est pas quelque chose de rarissime, mais des choses qu'on voit. Et la clinique, je suis passé rapidement, je me suis dit que vous connaissez très bien la question, mais la coqueluche a évolué. Et le diagnostic, les moyens diagnostiques ont évolué. La culture n'est plus pratiquée en routine, elle est réservée au laboratoire de recherche. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est les PCR syndromiques. À Marrakech, on n'a pas de souci. D'accord, il a beaucoup évolué dans le diagnostic de biologie moléculaire. D'accord, et la PCR ne fait le diagnostic dans 24-48 heures, nous avons les résultats. Donc, sur l'évolution classique de la coqueluche, je ne vais pas m'étaler, vous connaissez très bien ça. L'antibuthérapie, il sera efficace au début. D'accord? Il va diminuer les symptômes. Alors que l'antibuthérapie au-delà, ça peut diminuer la transmission. Faites attention à un petit détail, et je vous renvoie au guide qu'on a fait avec JPIP, d'accord? J'aurais dû mettre aussi le logo de JPIP, Monsieur le Président, d'accord? L'AZT, 10 mg kg, c'est pour 5 jours, alors que 20 mg kg, c'est pour 3 jours. Et beaucoup de gens préfèrent la clarine, mais malheureusement, il est en rupture. Si j'habille la clarine maintenant. Voilà, donc la clinique, les moyens diagnostiques très rapidement, pour vous rafraîchir la mémoire, il me reste une dizaine de minutes pour parler de la vaccination. Bien sûr, il faut éviter de faire l'infection naturelle, il faut aller vers la prévention qui est la vaccination. Il y a un vaccin entier, un vaccin cellulaire. Regardez, les Américains, toujours entre 1994, 1920 et 2023, ils ont bien montré que la coqueluche va prévenir un certain nombre de maladies de coqueluche, un certain nombre d'hospitalisations et un certain nombre de décès. Regardez par rapport à d'autres maladies. La pathogénèse de la coqueluche naturelle, il y aura toute une réaction immunitaire, immunité innée qui va entrer sur la ligne, l'immunité adaptative avec la balance TH1, TH17 qui est différente selon que le vaccin il est entier ou acellulaire, et les deux vaccins qu'on a maintenant, le vaccin entier en public et le vaccin acellulaire en libéral. D'accord? Ces vaccins, ils ont évolué en fil de temps, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a des expériences qui nous devraient nous donner des leçons. Première expérience, la Suède.
Ils ont introduit le vaccin, la coqueluche est en train de diminuer, et puis quand un alim kbir smito Strom, la coqueluche est une maladie bénigne. Ils ont arrêté la vaccination. Et puis paf, ça reprend. D'accord? Voilà, première leçon. Deuxième leçon de Japon. Et notre ami Hervé a beaucoup parlé de tout ce qui est hésitation, tout ce qui est mauvaise décision. Au Japon, ils ont introduit, regardez, en 47, et ça se passait bien, la coqueluche est en train de diminuer, et puis 2 décès dans une école en 75. Ah, c'est un mauvais vaccin. Et il faut l'arrêter. Arrêt, la coqueluche reprend, et ils ont repris la vaccination. Naam? Où ça? Oui, DTP, exact. Non, non, puis attention, non. Attends, P, c'est pertussis en anglais. Non. D, c'est diphtérie, T, c'est tétanos, P, c'est pertussis. En anglais, c'est P. On sait, tout à fait. Alors, l'Australie, rapidement. Ah, c'est bon, mon cher, Alors, on avance, c'est pas grave, c'est bien. Ça prouve que tu suis. Alors, je suis en train de oui. Alors, l'Australie, c'est un très bon pays vaccinateur. C'est l'exemple magnifique pour l'HPV. Regardez, il vaccine contre la coqueluche. Il y avait un certain moment, il dit, pourquoi ce rappel, on l'enlève? Et puis, paf, regardez, la coqueluche commence à être notifiée. D'où l'intérêt du rappel. Et donc, l'objectif principal de la vaccination contre la coqueluche, c'est protéger les enfants essentiellement moins de 6 mois. C'est très important et avoir une couverture vaccinale au-delà de 90%. Ça ne sert à rien d'avoir une couverture vaccinale à 20, 30, 40%. Alors, à travers le monde, vous avez les pays à faibles ressources. Ils ont souvent la stratégie plus ou moins 1, avec souvent un vaccin entier. Et les pays à ressources élevées, c'est des rappels à 6 ans. D'accord? Essentiellement, ils suivent le truc de l'OMS, voilà, et utilisent en général des vaccins cellulaires. Regardez nos données. Les données de Oustada Sora, 2018-2024 à l'hôpital d'enfants, les suspicions de coqueluche en bleu, la confirmation avec la PCR, et ça c'est le Covid qui a fait disparaître avec les barrières physiques. Regardez les données de la pédiatrie A, là où je travaille. Regardez, toujours 2020, rien à cause de la coqueluche, à cause de la Covid, et regardez, ça commence à reprendre. Et voilà, toujours l'hôpital d'enfants, essentiellement les enfants, les bébés moins de 3 mois. À Rabat, regardez, ça commence à décoller aussi, d'accord? Et la coqueluche, les causes de résurgence, beaucoup de gens, ils ont donné un certain nombre d'explications, comme la dette immunitaire, parce qu'on a de la PCR, parce qu'on fait de manière meilleure le diagnostic, parce que la protection vaccinale diminue avec le temps, parce qu'il y a une évolution cyclique, etc. Effectivement, l'évolution cyclique a été décrite, et c'est une réalité. 2020, regardez, comment, toutes les 3-4 ans, vous allez avoir une petite épidémie de coqueluche. Et Covid, ça fait chuter grâce aux mesures barrières, mais vu qu'il y a ce problème de dette immunologique, il faut s'attendre aux maladies à transmission respiratoire, une augmentation très, très importante. Je passe. Alors, les différentes causes de reprise de la coqueluche, je vais m'intéresser essentiellement à l'aspect génétique puisque j'ai pas beaucoup de temps. Je reviens, Iman, à ce schéma qui, je te dis qu'il est très intéressant. Cette fameuse pertactine, qui est la base de la fabrication du vaccin. Regarde, là, ce qu'on appelle présentation papyrus, regardez, la majorité des vaccins contient cette pertactine. Et les changements génétiques et phénotypiques dans ces bords de thé-là font
qu'il y a une augmentation de coqueluche et qu'il y a certaines nouvelles souches qui risquent d'échapper à la vaccination. Regardez l'évolution de la résistance au Bordetella pertussis. Mais le meilleur modèle pour montrer cette augmentation de la résistance, c'est la Chine. Ils étaient avec l'entier avec la cellulaire, et malgré ça, il y a une augmentation de la résistance. Il y a notre ami qui était responsable de la coqueluche, j'ai un trou de mémoire, il a bien montré que les vaccins contre la coqueluche augmentent la pression sur le Bordetella pertussis, qui va diminuer de virulence, d'accord, et donc il y aura plus de sélection de Bordetella pertussis par tactile négative. Alors, le changement des isolats est-il un danger pour la vaccination, cette fameuse pertactine kaina-makaina? Probablement peu si la couverture vaccinale est élevée depuis longtemps avec un vaccin efficace. Mais si la couverture vaccinale est faible, oui. Et si le vaccin est peu efficace, oui. D'accord? Et on a bien démontré, c'est un joli travail, j'ai pas le temps pour le détailler, mais les vaccins actuellement protègent contre la maladie. C'est sûr et certain. Mais ne préviennent pas la colonisation et ne préviennent pas la transmission dans une famille et entre ados, entre bébés, etc. Et les ados maintenant, regardez l'augmentation de coqueluche aux États-Unis, d'accord? Regardez, ils ont bien examiné cette période de pré-ado-ado, ils ont trouvé qu'il y a une augmentation de la coqueluche et on a bien démontré ces dernières années qu'au bout de 7 ans, 8 ans avant, après la primo-vaccination, le rappel du 18 mois, on est moins au pas du tout protégé. D'accord? Et je passe sur l'Europe. L'Europe, c'est pas toujours, les pays d'Europe, ce sont pas toujours de bons élèves. D'accord? Et la transmission de la coqueluche, on a bien montré actuellement qu'il est devenu une affaire de famille. C'est-à-dire que les adultes ou les ados qui toussent, ils vont contaminer les bébés non vaccinés, incomplètement vaccinés. D'accord? La coqueluche n'est plus une maladie pédiatrique et des rappels sont nécessaires pour la vaccination. Mais avec quel vaccin? Car les vaccins entiers ne peuvent pas être utilisés après 7 ans. Et donc, il y a deux, je m'excuse d'avoir mis les noms commerciaux, il y a 2 vaccins et qui peuvent être donnés à partir de 4 ans. D'accord? Et regardez que lorsque ces anticorps vont chuter, après 8 ans en avant, et on vaccine, et on fait un booster, un rappel, regardez comment ces anticorps vont augmenter après le rappel. D'accord? Donc c'est toujours P, c'est Wahmouch, ça signifie coqueluche en anglais. D'accord? Et C, c'est coqueluche en français. Alors je passe, j'ai plus le temps. De Rachad va me faire arrêter. Je vais aller rapidement. Regardez, ça c'est les États-Unis. Bon, vous allez dire, on n'a rien à faire avec les États-Unis. La SOMIPEV, il a toujours son calendrier de vaccination et il a insisté beaucoup sur les rappels contre la coqueluche. D'accord? Au Maroc, une fille de 4 semaines, une vignette clinique, ils toussent de manière la tuile cyanosante émétisante, il fait une apnée, on fait la PCR et il est positif chez elle, et la mère qui ne tousse pas, la PCR est négative, le papa qui est un professionnel de santé qui tousse, la PCR il est positif. C'est toujours une affaire de famille, la coqueluche. Dans les 3 quarts des cas, c'est soit le papa, soit la maman, soit la fratrie, soit la grande-mère, soit le grand-père, etc. D'accord? Regardez, tous les pays, ils ont montré en 2023-2024 qu'il y a une augmentation de coqueluche, y compris à Marrakech. D'accord? Et on a beaucoup parlé de cooking, etc. Oubliez ça. La stratégie la plus efficace, encore mon message clé, c'est vacciner, n'attendez pas 2 mois, vacciner dès 1 mois et demi et vacciner la femme enceinte. D'accord? Voilà. Je pense que inutile de vous rappeler que les IgG, c'est par le placenta, les IgA par l'allaitement maternel, et que vacciner la femme enceinte va permettre au début, d'accord,
qu'il n'y a rien au début, que ça commence à augmenter, représente 5-10% si on vaccine là, 50 un peu tatati, dépasse tatata, etc. La majorité des GG est acquise dans les 4 dernières semaines de la grossesse. Je pense que beaucoup de pays recommandent la vaccination chez la femme enceinte. Je passe sur l'efficacité et c'est ma dernière slide, Sido Rachad, c'est que vacciner la femme enceinte, regardez, ça c'est non vacciné, ça c'est vacciné et le passage des anticorps via le placenta à la naissance, ça réduit cette vulnérabilité chez le nouveau-né grâce à la vaccination de la maman en attendant d'instaurer la primo-vaccination. C'est ça l'intérêt de la vaccination, d'accord, de la femme enceinte. Donc, pour conclure, l'immunité, premier message conféré par le vaccin, take home. Message, message. Monsieur le Président. أنا أخويا الله غالب هادشي اللي عارف. Alors, premier message, l'immunité conférée par le vaccin contre la coqueluche diminue avec le temps. C'est pas une maladie, c'est pas un vaccin immunisant à vie. D'accord? Deuxième message, les nourrissons sont les plus vulnérables. Troisième message, pour prévenir l'infection, les vaccins donnés avant 7 ans, d'accord, avec toujours le grand P. Si Bouhmouche, grand P, c'est pertussis en anglais. D'accord? Après 7 ans, c'est le succès de la vaccination. Mon dernier message dépend d'une surveillance permanente afin d'adapter la surveillance. Si dans un programme de vaccination, ou si on introduit un vaccin, on n'a pas de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. C'est très important. Et la SOMIPEV, il contribue vraiment avec toute modestie à cette surveillance épidémiologique. Notre prochain congrès, de la publicité. De la publicité. C'est le 5, 6, 7 décembre, toujours dans un cadre agréable, d'accord, à beaucoup d'échanges, beaucoup de temps pour discussion, et vous pouvez venir juste pour l'esprit de cet homme, d'accord, agréable, très gentil, Allah yarhamou. Merci beaucoup.